Un deuxième personnage qui a son deuxième œil existe quelque part et qu'elle peut également s'incarner en lui. Maintenant, concernant Imu, j'ai pas grand chose à dire car elle ne laisse rien transparaître de plus ou de moins que d'habitude, pas de révélation sur le sujet, mais par contre, et à nouveau, impossible pour moi de me dire que c'est vraiment un homme qui se cache sous cette silhouette. Les gestes, la position, tout est très fin. Ouais, encore une fois, Oda, là, tu vois qu'il est en train de rire, tu vois. Dans le japonais qui est utilisé quand on parle de Imu, c'est un homme. Mais il a raison, dans la mise en scène et tout, tu dis probablement une femme. Oda, là, il garde l'existence. Non, c'est fou. Mais surtout très aérien. Voilà. Il aime trop ça. Généralement, les personnages masculins n'ont pas cette espèce de grâce, ce comportement. Donc encore une fois, ça peut être un brain de la part d'Oda, mais ce chapitre m'enfonce encore dans mon entêtement, je suis désolé. Allez, on va pouvoir enfin parler de Chebek après tout ça. Ah, Chebek En fait, toute cette partie va orbiter autour de 3 questions fondamentales. Que faisait-il ici? Comment a-t-il su? Et que sous-entendait-il? Du coup, commençons par le commencement. Que faisait-il ici? La présence de Chebek sur Marie-Joise ne semble pas être liée au fait qu'il soit lui-même un roi, comme je le pensais à l'origine. C'est un infiltré solitaire, ici de son propre chef. Le fait qu'il ait kidnappé 5 rois est la preuve qu'il voulait tirer quelque chose en échange. Pourtant, nous le voyons partir avec Harald sans ses victimes. C'est terrible, hein. Il est venu en civil. Là, c'est comme si t'avais un civil. Il a incrusté la Maison Blanche. Il fumait tous les mecs de sécurité, il arrive normal et vous vous rendez compte ou pas de la folie? Quand tu fais une simple comparaison avec notre monde, c'est la même chose. C'est la maladie mentale. C'est comme si tu avais le meilleur agent de sécurité, secret service et tout, il arrive devant ce civil et le civil, il le pull-up. C'est exactement ce qui s'est passé avec lui. Il a vu un amiral, il l'a pull-up en 1 minute chrono, il est parti. Terrible. Tenter de soudoyer Imu, expliquant pourquoi elle ne dit ne craindre aucune menace et que la vie des rois ne vaut rien. La vie des rois ne vaut rien. Ce chantage aurait alors pour origine de l'or, vu qu'il était à la recherche de fonds pour lancer sa carrière de pirate. Or, je doute que ce soit ça, parce que lui, il a juste eu simplement à aborder un navire transportant le tribut céleste pour accumuler une petite fortune. Ou alors, il y a la deuxième option, c'est un trésor, et pas n'importe lequel, celui de Marie-Joise. Il y en a toujours un pour gâcher ton délire. Tu compares l'incomparable. Tu souffles, frérot, la tornade. Le Mistral, frérot. De Chebek. Tu comprends la comparaison, tu comprends. Qu'à la fin de ce chapitre, sur le pouvoir éternel qui n'existe pas dans ce monde, m'a rappelé celle de Doflamingo au chapitre 906, qui disait tout juste avant la première apparition officielle d'Imu, justement, que le pouvoir avait tendance à pourrir vite. Et justement, Doflamingo disait ça tout en citant le trésor national de Marie-Joise, un trésor qui, je vous rappelle, aurait pu être utilisé par le Shichibukai pour asseoir son autorité sur le monde entier. Donc précisément ce que cherchait à faire Chebek, dominer le monde. Vous pensez encore que c'est du hasard que ce pirate particulièrement se soit rendu dans un lieu où se cache un trésor permettant justement de réaliser son plus grand rêve? Moi je pense que c'est la raison de sa présence ici. Impétueux comme il est venu dans l'espoir de trouver la clé pour dominer le monde en vain. Car de toute façon, le narrateur le dit très bien, il n'ira pas plus loin, il connaissait ses limites. Il savait pertinemment qu'Imu n'était pas de son niveau, mais malgré l'échec, il ne lâcha pas l'affaire et promit de revenir. Donc à la question, que faisait... Il a dit quoi? Il a dit, Imu, je suis plus faible que toi. Ça veut dire quoi? Il connaissait ses limites, il n'ira pas plus loin. Il a dit, Imu, je suis plus faible que toi. Et donc il est parti, il est sorti, et il a pull-up en 1 minute un mec qui était plus faible que lui. Il a vu l'amiral, il a dit, tu es plus faible que moi. Il a vu Harald, gros choc, transpiration, rire. Il a dit, Harald, tu as probablement mon niveau. C'est ça qui se passe, mais les gens comprennent pas. Écoutez, c'est... faisait-il ici? Je répondrai que Chebek a eu vent du trésor national de Marie-Joise, d'une façon ou d'une autre. Donc, soit les gens comprennent pas, soit les gens font semblant de pas comprendre. Flamingo lui aussi a bien réussi à le découvrir, et ça, après qu'il ait quitté Marie-Joise, Chebek en était très clairement tout autant capable. Maintenant, I'm weaker than you. La deuxième question est, non pas pour le trésor national, mais surtout pour Imu, la chambre fleurie, tout ça. J'ai strictement aucune surprise à apprendre qu'il connaissait Imu. C'était déjà ce que je disais en 2020 dans ma théorie dédiée à Chebek. Je pensais à tort qu'Imu se trouvait sur God Valley, mais je pointais aussi du doigt que les tabous bravés par Chebek pour devenir roi du monde, mentionnés par Sengoku, étaient justement la connaissance d'un vrai roi du monde, donc Imu. Il aurait découvert ou soupçonné l'existence d'Imu de plusieurs manières, en s'informant sur tous les rois ayant fondé le gouvernement mondial, chose qu'il pouvait déjà faire facilement, ne serait-ce que grâce au livre possédé par Ivankov révélant les noms de ces 20 rois
trois fondateurs, Saint Imu de la famille Nerona, était justement mentionné à l'intérieur. Pour la chambre fleurie, eh bien n'oubliez pas qu'il y a un mythe sur Marie-Joise révélé au chapitre 1084, qui est celui de la salle fantôme, un endroit mystérieux du palais Pangea qui doit être caché au monde entier, au risque que même les gardes qui la voient disparaissent sûrement emprisonnés ou tués. Je pense donc que Chebek a trouvé cette salle fantôme simplement en cherchant de partout sur Marie-Joise, sans mentionner le fait... C'est terrible, hein. Il s'est baladé normal, comme si c'était sa baraque. Il a dû fumer chaque gardant 2 secondes normal, rien à foutre. Il est rentré, cet homme est totalement barjot, hein. que vu le hockey exceptionnel il a fait un de ces bordels à Marie-Joise. A dévoilé dans... En fait, c'est pour ça, vous voyez, on parle de la puissance. Puissance, les mecs. Il est arrivé, pourquoi il a pu partir, le mec? Parce qu'il a vu un amiral qui était plus faible que lui. Du coup, il a pu le fumer en 1 minute et il s'est barré. Puissance, les mecs. Imu. Pourquoi? La puissance. Il connaissait ses limites. Imu, je suis plus faible que toi. Donc, il se barre. C'est ça, les mecs. Avoir un sens de l'observation affûté et aurait senti l'aura de Gunko, de Imu, ou même justement l'aura de cette salle fantôme menant à la chambre fleurie. Et maintenant, la question finale, que sous-entendait Rox en disant qu'il reviendra ici même? Avant d'exposer la théorie... Il a laissé l'amiral pour mort. Il a tué l'amiral en 1 minute chrono. Que je préfère... Mais bon, on va écouter des gens qui nous disent que quand les gens vont se rendre compte que Chebek n'est pas le monstre qu'ils imaginent, je vais mourir de rire. Ce clown va mourir de rire. C'est formidable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus à ce sujet, je veux noter que normalement, dans les prochains chapitres, nous verrons Chebek revenir sur Elbaf et Harald retourner sur Marie-Joise. Voilà, quand Chebek était sur Elbaf au chapitre 1145, dans le petit flashback de Loki, eh bien, il était bel et bien... Quand les gens vont voir, je vais mourir de rire. Tu vas mourir de rire, hein? Ah, tu vas mourir de rire. Attends, tu vas mourir de rire. C'est quoi, ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est Xebek qui a brûlé l'agenda. Tu peux mourir de rire, maintenant. Accompagné de plusieurs membres d'équipage qui n'étaient pas les Rox que l'on a vu dans ce chapitre. Donc après avoir formé officiellement les Rox, il va sûrement revenir voir Harald. Et concernant Harald, eh bien Shanks dit l'avoir vu à Marie-Joise, or Shanks n'y est retourné qu'il y a moins de 24 ans. Sachant que Harald est mort il y a 14 ans, il y a une marge de 10 ans entre les années 1500 et 1510 où Harald est retourné sur Marie-Joise et où Shanks l'a rencontré. Voilà, je savais pas trop où caler ça depuis tout à l'heure, maintenant c'est fait, on peut passer à la suite. On revient aux paroles de Chebek. Moi, je vais peut-être être trop porté par mon instinct et mon amour de la théorie, mais j'ai juste l'impression que cette scène ne sert qu'à annoncer l'arrivée de Barbe Noire. En gros, Chebek reviendra. Oui, mais pas physiquement. Il reviendra à travers son fils Marshall D. Teach. Ça doit faire quoi? 8 ans que je suis sur la théorie que Barbe Noire est possédée par quelque chose, un démon, et je pense que depuis tout ce temps, aucune révélation qu'on a pu avoir sur Teach ne m'a donné le sentiment de contredire cette hypothèse. Au point où l'intégration de Rox dans l'histoire m'a permis de donner un nom au démon qui posséderait Barbe Noire. Ce nom, bah c'est Chebek. À travers un fruit du démon ou à travers une particularité El Famoso propre à une tribu ou une race à laquelle appartiendraient Chebek et Teach, ils auraient la possibilité de réincarner leur esprit dans un corps, de le posséder. À ce stade, c'est trop compliqué de faire une théorie vraiment précise, avec des termes précis. Par contre, je suis sûr d'une chose, Chebek a fait quelque chose à Teach. Il vit encore à travers lui, ce qui lui donne ce corps si spécial et étrange que révélait Marco et qui serait d'après lui la raison pourquoi il peut... J'aime bien, t'es en train de cook là, Goji, j'aime bien, continue. Consommer de fruits du démon. Comme je le disais dans ma théorie d'il y a 8 ans là, si Teach peut avoir 2 fruits du démon, c'est grâce aux 2 âmes qu'il possède. Lorsqu'il a mangé le fruit des ténèbres, ce fruit a maudit l'une des 2 âmes en lui, tandis que le Gura no Mi a maudit l'âme restante, empêchant cette autodestruction décrite par Jabura et Brueno. Si un homme... Le fameux retour de Xebek qui maintenant, très bientôt, sera... Hein? venait à... Évident. Consommer plusieurs fruits du démon. Et s'il a pu extraire le fruit de Barbe Blanche... Comme Xebek. Ouais, mais Xebek, c'était évident. Qu'à 20 ans, il pourrait battre un amiral en même pas 1 minute. C'est évident. Il faudrait vraiment être le dernier des abrutis pour dire que Xebek était faible. Voyons. Décédé. Ça par contre, c'est grâce au Yami Yami no Mi qui a le pouvoir d'attirer les fruits du démon et montrer à Ace en l'attirant à lui. Donc, extraire les fruits du démon est égal Yami Yami no Mi, consommer 2 fruits du démon est égal la malédiction de Chebek. Une malédiction qui sera en fait pour Rox une preuve de la réussite de son plan. Chebek est un mastermind exceptionnel en ayant réussi à s'assurer que même s'il venait à mourir, il accomplirait son rêve de domination du monde dans sa nouvelle vie et à travers son fils. Voilà pourquoi il disait à Imu qu'il reviendrait, il le fera vraiment, mais ça sera à travers le corps de Teach, réceptacle de son âme. En dernier argument... Les gens n'ont pas encore la vision. Et les gens ne l'ont pas encore. Xebek va revenir, les gens l'ont pas encore. C'est pas grave. On a l'habitude. Ça arrive très bientôt.
Je vous dirai Restez branchés, ça arrive. Et relire le chapitre 225, car tout juste après que Barbe Noire ait fait un grand discours sur les rêves et tout ça, Luffy et Zoro répondent à Nami que ce n'est pas un type, mais 7 types. Leur réaction est glaciale, comme rarement d'ailleurs, et ils ont totalement vu quelque chose en Teach que nous, lecteurs, ne pouvons voir à ce moment-là. Certains diront qu'il s'agissait des membres de son équipage, que Luffy et Zoro sous-entendaient qu'il... Le fameux équipage qui est la relève de Rox dit Chebek. Il était accompagné d'autres personnes, mais c'est vraiment pas le cas, je peux vous l'assurer. Luffy et Zoro sont les deux personnages à ce moment-là les plus sensibles à l'aura des gens, au Haki. Ils ont ressenti en Teach une autre personnalité, une autre âme, celle de Chebek, mais ça, ils ne le savent pas encore. Chebek a possédé son fils pour parvenir à ses fins et pour réaliser son rêve, condamnant Teach à ne jamais pouvoir dormir ni de rêver à son tour. Prisonnier d'un désir qui n'est peut-être pas le sien, le seul moyen pour Barbe Noire de se libérer de sa malédiction serait d'accomplir la volonté de son père. Oui, pour le coup, cette vision de Chebek et même cette théorie rendent ce personnage beaucoup plus tragique qu'il n'est dépeint dans ce chapitre. Parce que je me suis étonné à trouver Chebek particulièrement sympa en fait. Là où je pensais qu'on allait avoir affaire à un fou sanguinaire. Non, au contraire, il n'a strictement rien fait qui soit vraiment répréhensible pour un personnage de One Piece, à part attaquer Loki. Pas de civils blessés, juste une haine pour le gouvernement et un désir de les anéantir. Là, j'en viens désormais à me poser une question sur les origines de Chebek, mais d'où vient cette haine pour le gouvernement? Qu'est-ce qui l'a poussé à devoir vraiment faire tout ça pour les renverser? Je veux dire, tous les pirates détestent le gouvernement, absolument tous. Pourtant, aucun ne les attaque frontalement, comme le faisait Chebek. Même la Cross Guild, finalement, c'est la marine qu'il cible. Alors, les Rogers... Il a tué un amiral quand même. Oui, mais encore une fois, le problème, c'est une question de point de vue. L'amiral n'est qu'un cafard, vulgaire nuisible. Donc l'amiral, simplement, éradiquer la vermine, le nuisible. Est-ce que c'est grave? C'est pour ça que moi, j'ai voulu pull up le narrateur quand il a dit... horrible crime. Non, il faudrait lui donner des médailles. Barbe Blanche ou encore les Kaido et Big Mom, j'en parle même pas. S'ils sont pas en business avec eux, exactement, c'est un brave citoyen. Ils ignorent purement et simplement, même quand ils ont le pouvoir de détruire le monde comme Newgate. Alors je vous repose la question, mais d'où vient cette haine de Chebek vis-à-vis du gouvernement? Pourquoi? Nous sommes tous d'accord pour dire... Moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous croyez que l'amiral était plus fort que Garp ou pas? Honnêtement, je me dis, il y a un monde où il était plus fort que Garp. Ancienne génération, vous connaissez, hein. Ancienne génération, au plus tu vas vers Joy Boy, au plus t'es fort. Je pense qu'il était plus fort que Garp, moi. Akainu, n'en parlons même pas. Volontairement et de plus en plus. Je pense qu'il est beaucoup plus fort qu'Akainu. À chacun de ces arcs, le gouvernement au centre de l'histoire, n'est-ce pas? Ça a commencé fin Wano avec l'introduction de Nika et la peur profonde du Gorosei de ce Zoan mythique pour amplifier de chapitre en chapitre avec... Bah, je sais pas, l'amiral il était là avant Garp. Les amiraux actuels, regardez, Aramaki, Fujitora, ils sont moins fous que les trois qu'on avait à Marineford, qui sont moins fous que Garp, Garp qui est moins fou que le mec que Xebec a tué. Hein. Eh oui les mecs, on peut pas utiliser le truc dans un sens. Hein. Ça devrait s'arrêter à Garp. Non. Disparition de Lulusia, la révélation des démons d'Imu avec la mort de Cobra. Imo, il était plus fort. Jusqu'à l'apparition du Gorosei face à nos protagonistes sur Egghead, sans oublier bien sûr flashback de Kuma intimement relié au gouvernement et l'introduction des chevaliers divins. Oh, Garling. Là actuellement nous sommes sur Elbaf et c'est encore pire, hein, c'est carrément Imu qui débarque et même quand on part dans le flashback d'Harald, on arrive à retomber sur la problématique du gouvernement mondial. Bon, il faut pas être devin pour comprendre que Chebek a été gardé pour ce moment précis, quand le gouvernement allait être au centre de l'histoire. Et donc Koda allait pouvoir développer l'histoire du capitaine des Rocks comme il se doit. En fait, Chebek aurait subi le gouvernement dès son enfance, expliquant sa dévotion à le détruire. Les scénarios sont giga nombreux. Je pense qu'il fut esclave très jeune et qu'il s'est forgé dans la haine, qu'il est comme Bonnie, l'enfant d'une relation entre un dragon céleste et une esclave, ou bien même encore que c'est un rescapé d'une chasse à l'autochtone organisée sur sa propre île et que justement pour s'en réchapper, il a dû tuer pour la première fois et c'était un dragon céleste. Lui qui croyait peut-être en Nika comme toutes les victimes du gouvernement, a cependant cessé d'espérer son apparition et a succombé aux ténèbres. Cette haine, il a depuis à peu près toujours, devenant au fil du temps une véritable terreur pour le gouvernement, qu'il ne cessera de cibler tout au long de sa vie pour les renverser et contrôler. Magnifique. Pleurer, le monde, crier, hurler, ululer. À sa place. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que je me suis rendu compte que parmi tous les membres de l'équipage des Rocks, dont on connaît un minimum l'histoire actuellement, donc Big Mom, Kaido et Barbe Blanche, eh bien, ils ont eux aussi et systématiquement une enfance brisée par le gouvernement mondial. Big Mom a été manipulé par Carmel. Non, c'est pas drôle. Qui voulait... Il y a Sayas qui dit « Vous avez vu, Miss France a eu un accident de voiture. » Parle-moi de Xebec, je pensais mieux. Amiral de la marine et qui travaillait directement avec le Cypherpol, Kaido se trouvait déjà à combattre à 10 ans pour un pays systématiquement en guerre à cause du besoin de payer le tribut céleste au gouvernement, sans quoi il risquait de plus être reconnu en tant qu'humain, et Barbe Blanche a vécu plus ou moins la même chose car enfant il devait protéger son pays qui ne pouvait justement pas... Moi je parle pas.
les tribus célestes de par sa pauvreté en proie aux pirates et kidnappeurs. Donc, sur les 3 seuls personnages dont on connaît le passé parmi les Rox, tous ont subi l'influence du gouvernement mondial. J'imagine que vous comprenez un peu mieux maintenant. Comprenez-vous désormais pourquoi ces gens-là qui, à ce qu'il paraît, détestaient Chebek, ne se considéraient même pas comme membres d'équipage et ne voyaient pas en lui un vrai capitaine, prenaient quand même la peine de le suivre pendant toutes ces années, plus de 10 ans. Même. Au final, ils l'ont suivi car ils le voulaient. Et oui, car Pengoku a encore une fois menti. Moi, je vous le dis, hein, la marine, c'est plein de mensonges, plein de propagande, plein d'abus, plein de conneries, plein de clowneries. C'est horrible. Ils suivaient Chebek car ils nourrissaient l'espoir qu'un Ouais, ils faisaient que s'entretuer. Tout va bien chez eux. Hein. Ils mangent bien, ils vivent bien, ils boivent bien. Aucun problème. Ils accomplissent son rêve de devenir roi du monde en détruisant le monde créé par le gouvernement mondial. Et vous savez quoi? Je pense même qu'ils ont pleuré la disparition de Chebek. S'ils le détestaient véritablement, chacun d'eux avait... Oui, et moi j'irais même jusqu'à dire que Barbe Blanche aurait pu tuer Barbe Noire, mais il a pas pu se résoudre à tuer le fils de son ex-capitaine, oui. La puissance pour Qui créer en plus était bien évidemment son fils adoptif. son propre équipage Mais genre, pirate. il a voulu le corriger avant de crever pour lui dire mec, n'oublie pas que tu n'es que Barbe Poire. Pour moi, il aurait pu le tuer, mais il l'a pas fait. Et faire sa propre fortune. Preuve en est avec les empereurs qui ont parfaitement réussi ce pari. Tu peux remettre la vidéo s'il te plaît, j'étais en train de nourrir mon chat. Bah ouais, on va se retaper 43 minutes de vidéo pour ton chat. Oui, pendant qu'on y est, allons-y. C'est pas encore et je m'avancerai peut-être pas trop, mais à la fin de ce flashback, je serais même pas étonné que J'espère qu'il va pisser dans ton lit et chier sur ton oreiller, ton chat. Chebek soit Je te le souhaite vraiment. beaucoup moins démoniaque qu'on le pensait. Du coup, vous avez sûrement compris une chose importante, lui. mais Chebek n'était ni plus ni moins qu'un précurseur d'un mouvement révolutionnaire, un mouvement qui sera développé des années plus tard par un autre dit, un certain Dragon. Dragon n'aurait été ni plus ni moins qu'influencé par le désir de Chebek d'anéantir la monarchie des dragons célestes. Il était son Ah, n'est pas son chat, n'exagérons pas. exemple, et Non. le dernier à perpétuer cette sorte de volonté qui animait le capitaine des Rox. La différence étant que Dragon ne voudra contrôler le monde, mais il luttera toujours pour que les dragons célestes n'aient plus l'emprise sur l'humanité. Ok, bon bah écoutez, bah j'ai bien aimé, hein, j'ai bien mangé, franchement, pas mal, pas mal.